Bonjour à tous. Depuis 1978, en approximativement 40 ans, la Chine a effectué un bond en avant pratiquement sans exemple dans toute l'histoire de l'humanité. Le revenu par tête d'habitant est passé d'environ 160 $ au départ des réformes de Deng Xiaoping en 1978 à bientôt 10 000 $. Son produit national situe la Chine au rang de première économie mondiale, une fois ajustées les parités de pouvoir d'achat. D'ateliers industriels du monde produisant des biens de basse et de moyenne gamme industrielle et absorbant des technologies inventées et développées ailleurs, eh bien, on est passé à un centre mondial d'innovation et de recherche. L'exemple récent du séquençage du génome du coronavirus est frappant. Associant la recherche de laboratoire et le recours à la 5G et au numérique pour traiter les données, la Chine est parvenue à ce séquençage en 10 jours avant de le partager avec le reste du monde. La culture du peuple y est développée à un rythme lui aussi sans précédent. De quelques orchestres, par exemple, symphoniques, il y a 15 ans, on est passé à plus de 200 aujourd'hui. Et tous les écoliers récitent le fameux poème de Li Bai sur le clair de lune par une nuit calme, en même temps qu'ils écoutent la leçon de leur taïkonaute là-haut depuis l'espace, et que la sonde spatiale Change 4 explore avec son rover la face cachée de la Lune, comme il a été dit. Ce succès n'est pas réellement compris en Occident, et en ce qui concerne les élites politiques, il est craint et même plus ou moins sournoisement combattu. Les médias se montrent au mieux réticents, au pire dénoncent les visées impériales téléguidées par un parti communiste supposément omniscient et omniprésent. La Commission européenne, comme il a été dit, qualifie la Chine de rivale, et les États-Unis mènent la guerre commerciale que l'on sait, même si la trêve a été convenue depuis le 15 janvier. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à la question que se posent maintenant beaucoup de Chinois et bien d'autres. Pourquoi tant d'incompréhension et de crainte, bien que le président Xi Jinping ait déclaré à plusieurs reprises que les nouvelles routes de la soie ont pour objet de construire ensemble une communauté de destin pour l'humanité? La réponse à cette question est non seulement essentielle pour définir les relations entre la France, l'Europe et la Chine, mais elle est fondamentale pour l'avenir de l'humanité, car son enjeu est une bonne compréhension de l'histoire de la pensée économique. C'est l'enjeu du combat entre l'école de l'économie physique, fondée sur l'essor de la science, des technologies, des capacités productives et la qualification du travail humain, et d'autre part, de l'école monétariste britannique qui, elle, a pour objectif l'accumulation de profits financiers, quels qu'en soient les moyens. Nous avons commencé, dans notre présentation, par la belle citation de Jean Bodin, dans le livre 5, chapitre 2 des 6 livres de la République, car il est le précurseur de ce qu'on a appelé à tort le mercantilisme, et qui n'est pas l'économie des marchands, mais celle qui, à la fin de la Renaissance, a compris le rôle fondamental des manufactures pour le développement économique et la qualification de l'emploi. L'éducation et la recherche scientifique devant en être le fondement. De ce point de vue optimiste, écoutons donc la fameuse citation exacte de Bodin. Or, il ne faut jamais craindre qu'il y ait trop de sujets, trop de citoyens. Vu qu'il n'y a richesse ni force que d'hommes, et qui plus est la multitude des citoyens, plus ils sont, empêche toujours les séditions et les factions. L'essor économique assure ainsi qu'il y en ait pour tous, et même davantage, je dirais, et qu'on étende toujours plus loin les limites de la croissance grâce aux ressources et créations de l'esprit humain, ce qui est très important aujourd'hui, où on vous assène de partout, il y a des limites à la croissance. Comment peut-on parvenir dans un monde aux ressources finies, à la croissance infinie, etc., etc.
Cette école optimiste de soutien aux technologies les plus productives et à la recherche scientifique est dénominateur commun de Bodin à Lazare Carnot, en passant par l'AFMA, Colbert et Forbonnet. Chez nous, les caméralistes allemands et l'Angleterre des Tudors, notamment sous Henri VII. Leur conception du monde et de l'économie n'est pas statique, mais dynamique, car elle se fonde sur l'essor des capacités créatrices des êtres humains. C'est le philosophe Leibniz, associé à l'Académie des sciences, fondée par Jean-Baptiste Colbert, qui donna à ce courant son expression conceptuelle la plus avancée au XVIIe siècle. Il écrivit en 1671, un an avant son arrivée en France, un texte intitulé « Économie et société », très bref, où il définit le rôle indispensable d'une société qui assure ce type de développement et le garantit. Plus intéressant encore, il poussa plus loin sa vision dans un texte sur une société philadelphique. Il traitera plus tard, dans un autre texte publié en 1689, Dynamica de Potentia, la notion d'un univers dynamique et non statique, une science de la puissance et de l'action. Il élabore le principe de 2 niveaux de la science, une science mécanique ayant recours aux causalités efficientes, des constatations de faits qu'on peut utiliser par déduction et induction sans en connaître les causes. Et puis, au-delà, une science métaphysique ayant, elle, recours aux causalités finales et, au-delà des conceptions physiques existantes, découvrant de nouveaux principes physiques universels, dépassant ainsi avec succès la science mécanique de M. René Descartes. De là viendront toutes les inventions modernes, remplaçant le travail musculaire humain par des machines avec un principe de moindre action, plus d'efficience à partir du principe permettant une économie de travail humain. La machine à vapeur fut le produit de ce courant, mais aussi l'électromoteur de Volta, connu à tort, à cause d'une influence britannique, de son nom descriptif de pile, et il faut dire électromoteur. La question qui doit tout de suite vous venir à l'esprit est pourquoi toute cette capacité de créer, d'inventer, de produire n'a-t-elle pas engendré un monde meilleur depuis ce XVIIe siècle? Pourquoi le monde, après la paix de Westphalie entre nations, n'a-t-il pas abouti, après 1648, à une paix durable par le développement mutuel? La réponse à apporter à ces questions nous éclairera sur le rejet des nouvelles routes de la soie en Occident aujourd'hui. Lazare Carnot, exprimant le dessein du courant humaniste, a écrit que le but de toute république est d'élever à la dignité d'homme tous les individus de l'espèce humaine. C'est ce qui est en tête de notre journal Nouvelle Solidarité. Eh bien, l'oligarchie financière d'alors ne le voulait pas, car ces hommes-là, forts de leur instruction, auraient remis en cause son pouvoir. Cette oligarchie, venue de Venise, ayant passé par Byzance et plus tard Amsterdam, aboutit finalement à Londres et constitua ce qu'on appelle l'Empire britannique, ce que lui-même a appelé l'Empire britannique, Global Britain, comme on dirait aujourd'hui. Et constitua cet empire britannique, donc, dont Valérie Bugeaud vous parlera bientôt. Un Bernard Semel, par exemple, a bien décrit ce libéralisme-là comme l'impérialisme du libre-échange. Dans cette conception, les colonies sont vouées à fournir des matières premières à une métropole, développant des manufactures, et mieux encore, c'est une citation, « Toute nation étrangère pourra devenir une colonie pour nous, le libre-échange, nous imposant pas la responsabilité de le gouverner directement. » Je vois que certains ont à l'esprit le mot France-Afrique. Les manufactures ne seront pas fondées sur la conception du travail émancipateur dans Leibniz, mais d'une main-d'œuvre relativement statique dont on exploite la force de travail. Ce système conduisant à des guerres pour rafler toutes les ressources. Et il a abouti à ce que certains ont appelé les holocaustes victoriens, y compris la Grande Guerre de 14-18. Il ne s'agit donc pas d'un débat académique, mais d'une question de vie ou de mort, le développement économique mutuel contre la géopolitique. La tragédie de notre histoire est que ce système néfaste s'est répandu dans le monde et de son point de vue, la Chine est considérée comme un rival, non seulement parce qu'elle se développe elle-même, mais parce que les nouvelles routes de la soie portent le développement chez les autres. De ce point de vue,
entre guillemets occidental, et je crois que c'est injure de dire occidental, il faudrait dire anglo-américain, sous la tutelle de l'idéologie impériale, de la dictature financière libérale et des services de renseignement anglo-américains, la Chine est vue comme un ennemi qu'il faut liquider ou circonvenir, comme le fait une mafia avec son environnement humain. Ce monstre, pour qui la clé du développement de la Chine ne peut être que la volonté de puissance sous la férule du Parti communiste, ce monstre voit en réalité en elle son image renversée et y projette ses propres arrière-pensées dominatrices. Il faut cependant être optimiste, car ce monstre a été combattu dans toute l'histoire occidentale, combattu après la mainmise politique sur le monde de l'Empire britannique et de ses alliés, l'Empire français. Vous connaissez, et tous les Chinois connaissent, les deux bandits qui ont pillé le palais d'été le 18 octobre 1860, ce sac du palais d'été dont parle Victor Hugo. Et combattu aussi après les tentatives, souvent réussies, par l'Empire britannique de contrôler les États-Unis de l'intérieur. La première opposition a été celle des pères fondateurs, justement, des États-Unis eux-mêmes, dans leur guerre de libération contre l'Empire britannique. L'œuvre d'Alexander Hamilton en témoigne, avec son rapport sur le crédit public de 1790, son rapport sur une banque mondiale et surtout son rapport sur les manufactures de 1791. Dans son rapport sur les manufactures, il établit que la richesse d'une nation ne se mesure pas en territoire ou en métaux précieux, ou dans l'accumulation de richesses financières, mais se mesure par son développement économique physique, incluant tout particulièrement les capacités intellectuelles et créatrices de sa population. Il fonda la première banque nationale des États-Unis en 1797, qui fournissait à l'État la capacité unique d'émettre, sous son contrôle, du crédit public dirigé vers des activités nécessaires à l'intérêt général, en particulier l'essor industriel et scientifique. Après l'assassinat d'Hamilton, car il a été assassiné, et un premier recul de sa conception, une seconde banque nationale fut créée aux États-Unis sous la direction de Nicolas Biddle pour financer les infrastructures et les sources d'énergie et rendre le pays indépendant des capitaux anglais. L'idée était de parvenir à des rendements croissants, la productivité du travail permettant d'accroître la richesse physique collective. Après de nouveaux reculs, sous l'influence d'agents de pression de l'Empire britannique, d'abord par les milieux esclavagistes sudistes, et après leur défaite, ce qu'il faut bien comprendre à la fin de la guerre de la sécession, par les marchands libéraux du Nord-Est, Matthew Carey et surtout son fils, Henry Carey, jetèrent les bases, suivant Hamilton, suivant l'orientation d'Hamilton, d'un système américain d'économie, chose généralement peu connue, parce que effacée ou masquée. Écrivant dans le New York Tribune et considéré par Karl Marx comme le meilleur économiste américain, Henry Carey appelle à un travail humain de plus en plus intellectif et de moins en moins musculaire, le travail n'étant pas une donnée fixe, statique, mais se transformant en qualité et en capacité avec le développement des forces productives, appliquant des principes physiques nouveaux par-delà de simples innovations mécaniques. Friedrich List et sa conception de l'économie nationale est plus connue en Chine, il a aussi travaillé dans ce sens, et il y a un Français, Paul Cowes, à la fin du XIXe siècle, qui était de la même école. On retrouve ici, sous une forme plus avancée, Baudin, Colbert et Leibniz. C'est l'école anti-impériale de l'économie physique. Elle est par nature capable, elle, de comprendre l'intention des nouvelles routes de la soie. Et Karl Marx, dira-t-on. Je n'ai pas le temps de développer ici le sujet. Bien qu'il ait dit une des plus belles choses qui puissent se dire sur le travail humain, le travail s'empare des choses et les ressuscite d'entre les morts. Sa conception du travail, plus tard, sous notamment l'influence de David Ricardo et de son proche David Urquhart, fut celle d'une donnée relativement statique, incluse dans sa conception de l'inéluctable baisse tendancielle du taux de profit. Il se trompa, car il ne considéra pas les conséquences de la composition technologique du capital, permettant au capital industriel d'améliorer le revenu du travail dans un cadre, bien entendu, conflictuel, mais de l'améliorer quand même. Beaucoup plus intéressant est l'apport de Marx dans le chapitre 25, livre 3 du Capital,
suivant les éditions sociales que je lisais il y a longtemps. Ce chapitre, intitulé « Crédit et capital fictif » est bien plus intéressant. Il y explique comment un capital financier, ne correspondant à aucune richesse physique réelle, se trouve émis à partir du simple pouvoir de créer du papier pour exercer une domination sociale. Il y voit cependant l'analyse d'un système qui ne rentre pas dans son plan. Alors que c'est au contraire aujourd'hui la cause principale de la crise de l'Empire britannique ayant muté en anglo-américain, avoir mis le monde entier sous une perfusion monétaire ne correspondant pratiquement plus à rien dans le monde physique réel. Un empire reposant sur les sables mouvants d'un capital fictif émis à tout va et portant en lui l'austérité sociale et le krach des marchés financiers et des monnaies, comme la nuée porte l'orage. Lyndon LaRouche, héritier de la conception de la Renaissance et du système américain d'économie, partit d'une analyse critique de cet aspect de l'œuvre de Marx dans un ouvrage intitulé « L'économie dialectique », puis poussa plus loin dans ses écrits, dans sa méthode et dans son combat politique, la lutte contre l'Empire britannique. Je poursuis personnellement cette lutte, comme mes amis de l'Institut Schiller. Pour LaRouche, la valeur ne peut être la terre, le commerce ou même le travail en soi, mais la création humaine, partant de ce que Leibniz appelait la science métaphysique, la capacité de comprendre, de découvrir et d'appliquer des principes physiques nouveaux. Métaphysique, ça ne veut pas dire quelques rêveries bizarroïdes, ça veut dire comprendre des principes physiques nouveaux au-delà de la physique existante. C'est cette capacité qui lui a permis de dire à LaRouche qu'il n'y a pas pour l'esprit humain de limite à la croissance et que l'humain, en lui, étant toujours la capacité d'accueil de l'univers. De ce point de vue, il a établi la conjonction entre la productivité physique du travail humain, par unité de surface et unité de matière utilisée, la conjonction avec le potentiel de densité démographique relative, potentiel se développant au fur et à mesure que des seuils physiques de production sont franchis. C'est-à-dire que, franchissant des seuils physiques de production, on peut entretenir, développer, améliorer de plus en plus d'hommes. On retrouve Baudin. Pour lui, pour LaRouche, c'est l'énergie libre apportée par-delà l'énergie d'un système, un système d'intensité capitalistique, impliquant que l'énergie du système augmente, car le type de matériel devient plus complexe, plus avancé technologiquement, mais que l'énergie libre augmente plus que proportionnellement par rapport à l'énergie du système. Et c'est là le secret du développement. Au cœur de sa conception, de LaRouche, se trouve la culture et l'imagination créatrice. Je le cite, « C'est dans le domaine de la culture que réside le secret de la survie de notre civilisation. Ainsi, la science économique est la science des transformations culturelles des individus et de la société, dont dépend l'existence d'une société civilisée. » LaRouche et aujourd'hui sa femme Helga nous donnent ainsi la clé pour ouvrir la porte de la nouvelle route de la soie en Occident. Les faire connaître et comprendre revient à faire tomber les préjugés chez les esprits occidentaux, victimes de l'enfumage impérial. C'est une longue lignée d'opposants à l'Empire britannique qui peuvent comprendre l'intention et la direction culturelle des nouvelles routes de la soie. Ne comptez pas sur l'Empire britannique et son idéologie pour le faire. Car il y a d'un côté ce qui se base sur une dynamique de la découverte, de la production et de l'innovation, nous autres, et de l'autre, ce qui défend le pouvoir statique associé à la maximisation des profits à court terme à l'intérieur de structures de production données. Notre tâche est de redonner aux pays occidentaux le sens de ce qui a permis leur développement, y compris la planification indicative française qui a permis pour nous de nous reconstruire après la libération. Notre tâche est de redonner aux pays occidentaux le sens de ce qui a permis leur propre développement, ce qui est non seulement compatible avec les nouvelles routes de la soie, qui sont un projet de civilisation pour ce que le général de Gaulle, patriote et citoyen du monde, appelait l'unité de l'univers. On ne peut pas vendre les nouvelles routes de la soie aux pessimistes qui pensent en termes de conservation de leur pouvoir,
car les nouvelles routes de la soie bouleversent la donne. Je rappelle que Confucius n'aurait pas toléré de compromis ni avec les autres, ni avec soi-même. Pratiquer le règne, disait-il dans ce qui a été rapporté comme ses entretiens, pratiquer le règne, c'est commencer par soi-même, vouloir établir les autres autant que l'on veut s'établir soi-même et souhaiter leur accomplissement autant qu'on souhaite le sien propre. Il y a une compatibilité absolue avec l'avantage d'autrui annoncé par le traité de Westphalie qui a permis la paix entre les nations. L'avantage qu'on doit donner à autrui pour qu'ensemble, on puisse assurer la paix, je dirais, par le développement économique mutuel. Le président Xi Jinping dirait par un ordre gagnant-gagnant. D'ailleurs, le président Xi Jinping a reconnu, a établi lui-même l'importance du traité de Westphalie à plusieurs reprises dans ses discours. Cette compatibilité est le point de départ fondamental pour que les nouvelles routes de la soie soient comprises et aimées, jusqu'à s'étendre aux dimensions d'un pont terrestre mondial, au-delà de l'Europe, et puisse résoudre un problème que nous avons, je dirais depuis Vancouver jusqu'à Vladivostok, qui est un problème démographique où nous avons une baisse des taux de natalité qui menace notre avenir, contrairement aux pessimistes qui y verraient peut-être un avantage. Alors, je dirais que c'est notre héritage commun, celui que déjà Leibniz et ses amis jésuites avaient imaginé et anticipé au XVIIe et XVIIIe siècle dans leur Novissima Sinica, avant que l'Empire britannique et les fondamentalistes du Vatican ne détruisent leur projet d'entente. Leibniz disait « Il y a la science que nous avons développée en Europe, qui est à l'avantage des Chinois, et il y a l'harmonie sociale confucéenne et des successeurs de Mencius et d'autres de Confucius, qui serait à notre avantage en Occident. Et nous avons une base là pour un échange avec la Russie, et Pierre le Grand avait compris qu'il était au milieu et qu'il pouvait tirer avantage des deux côtés. Donc c'est intéressant de revoir cette histoire de cette façon, et je crois qu'au nom de nos prédécesseurs, de faire comprendre cette fois, en notre 21e siècle, qui est un siècle de grands défis, que cette fois, l'occasion ne doit pas être manquée. Merci.